Bonjour, cette vidéo pour vous expliquer comment travailler la proportionnalité à l'école et aussi vous préparer au concours des professeurs des écoles. Tout d'abord, demandons-nous quand travailler la proportionnalité. Les compétences de proportionnalité seront évaluées et validées à partir du cycle 3 et jusqu'aux classes de terminale. Évidemment, il y aura des situations dites de proportionnalité en cycle 2, en cycle 1, mais ce seront des situations intuitives et il ne s'agit en aucun cas de commencer à travailler de manière formelle les compétences de proportionnalité dans ces cycles. Où travailler la proportionnalité? On a au moins 4 grands domaines que nous allons développer tout au long de cette vidéo, qui sont les domaines du numérique, où on va agir sur des quantités ou sur des mesures de grandeur, des situations graphiques, où il s'agira de représenter sous forme graphique des problèmes de proportionnalité, des situations aussi géométriques, avec des situations bien connues d'agrandissement et de réduction, mais aussi des situations d'échelle, et enfin des problèmes concrets dans lesquels nous allons travailler sur, par exemple, les pourcentages, les situations de vitesse, ou bien des situations typiques de recettes de cuisine, par exemple. Quelles sont les compétences à travailler avec les élèves? Ou quelles sont les ressources que les élèves doivent mobiliser à partir du cycle 3? Les élèves doivent tout d'abord connaître ce qu'est le coefficient de proportionnalité. Bien entendu, il ne s'agit pas forcément que les élèves maîtrisent le vocabulaire en question, c'est-à-dire coefficient de proportionnalité, qui est un peu barbare, mais au moins connaître le coefficient multiplicateur pour passer d'une ligne à l'autre, par exemple. Les élèves doivent aussi connaître au moins 2 propriétés, qui sont les propriétés de linéarité additive et multiplicative, que nous allons développer tout de suite. Les élèves devront aussi comprendre et utiliser le passage par l'unité, qui est sans doute l'apprentissage le plus compliqué pour les élèves, mais que nous allons aussi développer et montrer comment faire pour que ce soit un peu plus simple pour les élèves. Une toute petite parenthèse, il n'est pas préconisé que les élèves maîtrisent le produit en croix ou la règle de 3, en tout cas pas en CM2. En CM2, ce qui est primordial, prioritaire, c'est que les élèves comprennent et utilisent le passage par l'unité. Si cette ressource est parfaitement acquise, il sera beaucoup plus simple pour les élèves de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de règle de 3. Puis ensuite, on parlera de produit en croix, qui est une technique peut-être un petit peu plus mécanique. Et enfin, dernière compétence, c'est que les élèves puissent mobiliser en situation les 3 ressources que je viens de citer en situation problème. Quelle progressivité pour travailler les situations de proportionnalité? On l'a dit, la proportionnalité, on commence à la travailler en CM1, où on va demander aux élèves d'avoir recours indifféremment ou selon les situations proposées aux propriétés de linéarité additive et multiplicative dans des problèmes avec des nombres entiers. Donc on va simplifier les situations, on va jouer sur les variables didactiques de façon à ce que les problèmes soient facilement accessibles, de façon à ce qu'ils puissent développer leurs ressources concernant les proportionnalités. Les élèves aussi agiront, en tout cas seront en situation de problème dans lesquels les coefficients de proportionnalité ne seront ni des nombres décimaux ni des fractions. C'est-à-dire que les nombres décimaux et les fractions comme coefficients de proportionnalité sera peut-être réservé en CM2 et encore, puisque le cycle 3 maintenant dure jusqu'en 6e, on peut même demander peut-être à ce que ce niveau de performance soit réservé à la 6e. Alors voici un exemple. Bien entendu, les exemples de recettes et de situations marchandes sont idéaux pour travailler la proportionnalité. Ici, nous allons par exemple introduire l'idée de linéarité multiplicative. Et les variables didactiques choisies dans ce problème ne sont évidemment pas innocentes. Ici, vous avez une situation où 2 ballons coûtent 6 €. Combien me coûteraient 6 ballons et 10 ballons? Ici, vous voyez que les variables ont été choisies de façon à ce que les élèves voient assez rapidement le rapport qu'il y a entre 2 ballons et 6 ballons, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de ballons. Donc 6 ballons, c'est 3 fois plus que 2 ballons, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc, le prix sera lui aussi 3 fois plus grand. Donc 6 fois 3, 18 €. Vous voyez aussi que demander le prix de 10 ballons, c'est pousser les élèves à faire le rapport entre 2 ballons et 10 ballons. 10 ballons, c'est 5 fois plus que 2 ballons, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Donc le prix sera 5 fois plus grand lui aussi. Donc 6 fois 5, 30 €.
Donc la situation que je viens de décrire peut être représentée sous forme de tableau, où on comprend peut-être davantage et un peu mieux tout ce que je viens de dire, ou tout ce qui a été écrit sous forme de texte, ici sous forme de tableau. Vous voyez que dans la première ligne, on a le nombre de ballons, dans la deuxième ligne, on a le prix des ballons, et vous voyez que le rapport entre 2 ballons et 6 ballons, eh bien, c'est 3 fois plus de ballons. Eh bien, le prix, lui, sera aussi 3 fois plus grand. Donc 6 fois 3, 18 euros. De la même manière que le rapport entre 2 ballons et 10 ballons, c'est 5 fois plus de ballons. Eh bien, de même, le prix, lui aussi, sera multiplié 5 fois. Donc 6 euros, répété 5 fois. Ici, on a 30 euros. Donc, vous voyez que cette situation est une situation idéale qu'on va évidemment répéter. Nous n'avons que des nombres entiers. Les coefficients multiplicateurs sont aussi des nombres entiers. Donc on est parfaitement dans une situation CM1 qu'on va pouvoir aussi utiliser en CM2 bien entendu. Mais ici typiquement CM1 pour bien s'approprier ce qu'est la propriété de linéarité multiplicative. Les nombres, encore une fois, je le rappelle, n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis de façon à pousser l'élève à voir le rapport qu'il y a entre 2 et 6 et 2 et 10. Voyez maintenant comment faire en sorte que les élèves soient poussés à utiliser la propriété de linéarité additive. Donc on a à peu près la même situation, sauf qu'on a joué sur les variables didactiques. Regardez, ici nous avons 2 ballons qui coûtent 6 euros et on a une deuxième information, 4 ballons coûtent 12 euros. Donc vous voyez bien qu'ici, on espère que les élèves fassent le rapport entre 2 plus 4, ça fait 6 ballons. Et pour la question combien coûte 8 ballons, on espère qu'ils fassent 4 plus 4, 4 ballons plus 4 ballons. Et enfin, pour 10 ballons, on espère qu'ils prennent le prix de 8 ballons plus le prix de 2 ballons. Donc 6 ballons, c'est 2 ballons plus 4 ballons, 2 plus 4. Donc le prix sera le prix de 2 ballons plus le prix de 4 ballons. 8 ballons, c'est 4 ballons plus 4 ballons, donc le prix sera le prix de 4 ballons plus le prix de 4 ballons, donc 12 euros plus 12 euros. Ici, bien entendu, on voit que les élèves pourraient déjà jongler entre la propriété de linéarité additive et la propriété de linéarité multiplicative, puisqu'ils pourraient dire aussi que 8 ballons, eh bien, c'est le prix de 4 ballons répétés 2 fois. Auquel cas, au lieu de faire 12 plus 12, il ferait 12 répétés 2 fois. Et enfin, 10 ballons, eh bien, c'est le prix de 2 ballons plus le prix de 8 ballons. Dans ces cas-là, nous aurons 6 euros plus 24 euros, donc 30 euros. Là encore, cette situation de linéarité additive peut être mise sous forme de tableau. De la même manière, dans ce tableau, nous avons en haut le nombre de balles, ou le nombre de ballons. En bas, nous avons le prix des ballons. Ici, nous avons 2 ballons, plus 4 ballons, égale 6 ballons. Eh bien, dans ces cas-là, si on veut connaître le prix de 6 ballons, il suffit de faire le prix de 2 ballons plus le prix de 4 ballons, c'est-à-dire 6 euros plus 12 euros égale 18 euros. Donc ici, nous aurons vu dans cette situation qui est une situation parfaite de CM1, là encore parce que les nombres choisis sont des nombres entiers, là encore on agit sur des nombres qui sont accessibles, eh bien, on va pouvoir progressivement faire comprendre aux élèves que l'on peut, dans des situations de proportionnalité, utiliser les propriétés de linéarité additive et les propriétés de linéarité multiplicative. Alors voilà une nouvelle situation où nous allons demander aux élèves de travailler sur les coefficients de proportionnalité. Alors un exemple tout simple, un escargot se déplace à 5 mètres par heure. Donc là, vous voyez qu'on va travailler sur les notions de vitesse qui sont maintenant au programme en sciences, par exemple. Quelle distance aura-t-il parcouru en 10 heures, 12 heures ou 24 heures? Alors on peut choisir des escargots, on peut aussi choisir des taupes, et puis demander par exemple si une taupe construit 2 mètres de tunnel en 12 minutes, eh bien combien de mètres de tunnel fera-t-elle en 24 minutes, en 36 minutes, etc. Donc ici, cette situation pousse les élèves à comprendre que pour passer d'une ligne à l'autre, ici pour passer de la ligne du temps à la ligne de la distance, eh bien on multipliera par 5, c'est-à-dire que, eh bien, en 1 heure, elle fera 5 mètres, donc 1 répété 5 fois, ça fait 5 mètres. Donc évidemment, en 10 heures, eh bien, l'escargot aura parcouru 50 mètres, c'est-à-dire 5 fois plus. En 12 heures, l'escargot aura parcouru 60 mètres, c'est-à-dire 12
répété 5 fois. Et enfin, en 24 heures, l'escargot aura parcouru 120 mètres, c'est-à-dire 24 fois 5. Donc ici, on a un coefficient multiplicateur qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Un deuxième exemple, où en sciences, par exemple, on peut demander aux élèves de fabriquer des petits hélicoptères en papier et puis de les faire chuter. Et bien là aussi, on peut chronométrer la chute de ces hélicoptères et profiter de cette situation scientifique pour travailler sur une situation de proportionnalité. Donc ici, mon hélicoptère parcourt 2 mètres en 4 secondes. Quelle distance parcourt-il en 10 secondes, 30 secondes, 1 minute? Eh bien, on va voir que pour passer de la ligne du temps à la distance, eh bien, il faudra divisé par 2, c'est-à-dire ce sera la moitié. Il y a moitié moins de distance qu'il y a ici de secondes. Donc pour passer de 4 secondes à 2 mètres, on divisera par 2. De la même manière que si mon hélicoptère est en chute pendant 10 secondes, alors il aura parcouru 2 fois moins que 10, c'est-à-dire 5 mètres. 30 secondes divisé par 2, on aura 15 mètres, et 60 secondes que je divise par 2 aussi, on aura 30 mètres. Nous avons encore donc une autre situation à découvrir qui est la situation où on va demander aux élèves de faire un retour à l'unité ou ce qu'on appelle aussi le recherche de coefficient de linéarité. Alors, on l'a dit, les situations de recettes sont des situations idéales. Donc voici une recette d'un gâteau pour 4 personnes où on aura 100 g de farine, 4 œufs, 120 g de sucre, 2 yaourts et 20 g de beurre. Donc on voit ici que dans cette situation un peu fictive, nous n'avons pas choisi les nombres au hasard, mais il a encore des variables didactiques qui permettent d'agir assez facilement sur les nombres. 100 étant divisible par 4, 120 aussi, et 20 de la même manière. Alors, ici, on a une recette pour 4 personnes, et on va demander aux élèves de trouver combien il faut d'ingrédients, de quantité d'ingrédients pour 10 personnes, 12 personnes ou 20 personnes. Alors là encore, les nombres ne sont pas choisis au hasard. Il est difficile pour les élèves de voir un rapport entre 4 personnes et 10 personnes. Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais dit, par exemple, pour 16 personnes ou pour 12 personnes, parce que c'est dans la table de 4. Mais 10 n'appartient pas à la table de 4. Alors comment faire pour savoir pour 10 personnes? Eh bien, la solution est de passer par l'unité, faire un retour à l'unité. Alors regardez dans le tableau, ici on a la quantité donc de 100 g de farine pour 4 personnes. Eh bien on va demander aux élèves de réserver une case ici, une colonne, pour une personne. Donc pour passer de 4 personnes à une personne, eh bien c'est 4 fois moins. On va diviser par 4, on va partager en 4. 4 personnes divisées par 4, on arrive à une personne. Donc on va utiliser les propriétés de linéarité multiplicative pour faire un retour à l'unité. De la même manière qu'il y aura 4 fois moins d'ingrédients en haut, donc on fera 100 g divisé par 4, on obtiendra 25 g donc de farine pour une personne. Et à partir de là, puisqu'on a maintenant la quantité de farine pour une personne, il sera très aisé de calculer la quantité de farine pour 10 personnes, 12 personnes, 20 personnes, 100 personnes. C'est facile maintenant. Eh bien oui, puisque on va utiliser les propriétés de linéarité multiplicative. Maintenant que l'on connaît pour une personne, eh bien si je veux pour 10 personnes, ce sera 10 fois plus grand. Donc je vais multiplier en haut et en bas par 10, c'est-à-dire que pour 10 personnes, il me le fera donc 250 grammes. Ici, on voit que on travaille de manière intuitive ce qu'est le produit en croix. Alors, ne pas confondre produit en croix et règle de 3. Alors, la règle de 3 cherche d'abord le coefficient de proportionnalité pour ensuite l'utiliser. C'est en ça qu'on dit qu'il y a une ressemblance avec le passage par l'unité. Donc, par exemple, 3 cm sur un plan représente 15 mètres dans la réalité. Combien représente 10 cm sur la carte? Eh bien, ici, vous voyez que ce qu'on va faire, c'est 15 que l'on va ensuite partager en 3. En faisant ça, en fait, on passe par l'unité. Et ensuite, une fois qu'on a le résultat, eh bien, on multipliera par 10 pour trouver la 4e variable qui est ici, c'est-à-dire 50 mètres. Alors que le produit en croix, lui, est une méthode un peu plus mécanique qui, en fin de compte, s'appuie sur la règle suivante, c'est que 15 fois 10 est égal à 3 fois l'inconnu qui est ici. Donc, cette règle que l'on ne va pas apprendre en cycle 3, ou en tout cas en CM1 et en CM2,
ici va être utilisé pour travailler sur le produit en croix, qui est beaucoup plus mécanique. Ici, donc, si 10 fois 15 est égal à 3 fois l'inconnu, eh bien, on a 10 fois 15 divisé par 3 qui sera égal à 50 mètres. On va travailler aussi sur un passage par le graphique, c'est-à-dire représenter un problème sous forme de graphique. Et voilà le type de problème que vous pouvez rencontrer. Quand vous travaillez en sciences sur les engrenages, eh bien, vous avez des engrenages avec plus ou moins de dents et qui sont en général des coefficients multiplicateurs. Par exemple, mon petit engrenage fait 8 tours quand le grand en fait 2. Réalise un graphique quand le grand fait 1 tour, 3 tours, 4 tours. Donc, combien fait de tours le petit engrenage quand le grand fait 1 tour, 3 tours, 4 tours. Eh bien, ici, nous allons pouvoir représenter cette situation de proportionnalité sous forme graphique. Alors, quand travailler la proportionnalité, on l'a vu tout à l'heure, mais je voudrais vous donner des exemples concrets. Alors d'abord, on peut découvrir les situations de proportionnalité. Il faut découvrir les situations de proportionnalité de manière spiralaire, c'est-à-dire utiliser les autres matières comme prétexte pour travailler la proportionnalité. Par exemple, la géographie, travailler la géométrie, travailler l'histoire. Exemple. Eh bien, en géographie, on va pouvoir travailler sur un exemple tout simple où on va demander aux élèves de représenter à l'aide de paille la population, par exemple, des villes, soit d'une région, soit de la France ou de l'Europe ou la population mondiale. Et ici, on dira, eh bien, 1 cm de paille, par exemple, est égal à 1000 habitants. Alors, quelle va être la hauteur des pailles pour représenter 5000 habitants, 10 000 habitants, 100 000 habitants? Donc ici, on est dans une situation dite donc de proportionnalité. On va pouvoir aussi travailler sur des plans où on va demander aux élèves de réaliser des plans, par exemple, de l'école ou des plans de la région. Ici, vous avez aussi un plan de maison. On va demander aux élèves de réaliser la maison de leurs rêves et auquel cas, évidemment, ils seront dans des situations de proportionnalité puisqu'on leur dira que 1 cm sur la carte équivaudra, par exemple, à 1 mètre ou 2 mètres dans la réalité. On va travailler aussi sur, en sciences, l'idée de maquette du système solaire, où là aussi on sera dans des situations de proportionnalité, où on donnera aux élèves le diamètre réel de chacune des planètes par exemple, pour qu'ils puissent ensuite calculer le diamètre dans notre maquette de chacune des planètes. On pourra travailler aussi sur les frises chronologiques en histoire, puisque là aussi nous serons dans des situations dites de proportionnalité. On pourra travailler sur les tangrammes. Alors un tangramme, vous voyez ce que c'est que le tangramme. Je vais vous donner un exemple ici de tangramme qui a été réalisé. Ici, on n'a pas de situation de proportionnalité, mais on pourrait très bien demander aux élèves qui ont réalisé le tangramme, eh bien, de réaliser ce même tangramme, mais 3 fois plus petit, en divisant toutes les dimensions par 3. Et là, on sera dans une situation problème très intéressante à travailler avec les élèves. Et puis, bien sûr, des situations d'agrandissement ou de recettes de cuisine. Ici, vous avez là une situation de réduction-agrandissement où nous avons un modèle, c'est le modèle 1 qui est ici, avec une maison qui est longue de 6 carreaux, haute de 3 carreaux. Et puis, on va demander aux élèves bien, de faire la même maison, mais par exemple 2 fois plus grande ou 3 fois plus grande, 4 fois plus grande ou 2 fois plus petite, pourquoi pas. Et là, on est concrètement dans des situations de proportionnalité avec des nombres entiers, donc situation encore une fois qu'on peut utiliser en CM1, voire en CM2 quand on demande aux élèves de passer par exemple de 6 à 9, où là évidemment les dimensions, le coefficient de proportionnalité n'est plus un nombre entier. Alors pourquoi et quand est-ce difficile ? Eh bien d'abord, la première erreur que les élèves peuvent faire, eh bien très classiquement, c'est quand on leur dit qu'il faut par exemple ajouter, ou dans une situation où on doit prendre par exemple 3 verres d'eau et 4 verres de plâtre pour par exemple faire du plâtre, eh bien on va leur demander si j'ai 6 verres d'eau, combien est-ce que je vais avoir de verres de plâtre ? Eh bien pour passer de 3 à 6, les enfants risquent de faire plus 3 verres. Et pour les verres de plâtre, eh bien, là aussi faire plus 3 verres, c'est-à-dire eh bien, utiliser l'addition plutôt que la multiplication. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que
Vous allez apprendre à vos élèves des situations, en tout cas à utiliser la propriété de linéarité additive, et auquel cas, il risque d'y avoir une confusion entre la propriété de linéarité additive et le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que parce que vous leur aurez appris qu'on peut agir avec des additions à l'intérieur du tableau, eh bien, ils vont penser que, par analogie, il est possible que le coefficient multiplicateur soit lui aussi un coefficient, en fin de compte, additif. Donc voilà les deux grosses principales erreurs que les élèves peuvent rencontrer et qu'il faut absolument accompagner, bien entendu, sur l'ensemble du cycle 3. Je vous remercie.